Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Nathalie Kosciusko-Morizet, députée, chef de l'opposition à Paris et vice-présidente déléguée du parti Les Républicains. Madame, monsieur, c'est à vous. Bienvenue Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, le président de la République va ouvrir la conférence sociale. Est-ce qu'elle peut, comme il le demande, apaiser le climat social actuel et donner des perspectives ? Écoutez, on l'a entendu ce matin, il donnait une interview et il en ressort pas grand-chose de convaincant et pas beaucoup d'espérance pour la conférence sociale. Si c'est ça vraiment la feuille de route, en fait, il n'y a rien. Moi, j'ai entendu un président complètement déconnecté qui nous dit que le climat social dans le pays n'est pas si mauvais, que finalement, ce qui s'est passé chez Air France n'est pas représentatif du climat social. Bon, sans doute, mais que le climat social soit pas mauvais, c'est pas la réalité. Qui nous dit qu'économiquement, c'est formidable. Il y a un peu plus de croissance que l'année dernière. On est à 1. L'Europe va bien, dit-il. La France aussi. Mais vous vous rendez compte, dire des choses pareilles, on est la lanterne rouge de l'Europe. C'est-à-dire que non seulement on va mal, mais en plus il y a un contexte économique mondial qui est plutôt à la reprise. Donc nous, on va doublement mal en quelque sorte. Non seulement on va mal, mais en fait on décroche parce que les autres vont mieux. Est-ce que vous croyez qu'il y a des risques d'explosion sociale ? Est-ce que vous donnez raison à Philippe Martinez de la CGT qui est en campagne électorale interne et qui dit attention, ça va exploser ? Est-ce qu'il n'est pas le pompier incendiaire, lui ? Vous l'avez dit, il est en campagne électorale interne, donc il a ses propres enjeux. Mais ce qui est certain, c'est que dire comme François Hollande ce matin à la radio, le climat social est de qualité et finalement ce qui s'est passé chez Air France n'est représentatif de rien de tout, c'est pas vrai. Oui, c'est pas la France, Air France. Enfin, c'est un symbole, mais c'est pas la France. Sans doute, mais vous savez, il y a des symboles comme ça. Celui-là, les images étaient particulièrement violentes, mais il y a d'autres événements qui doivent nous interpeller. Regardez ce qui s'est passé dans l'usine Smart en Moselle. Il y a eu un accord entre les salariés et le patronat pour travailler plus longtemps, pour améliorer la compétitivité de l'entreprise. Ils étaient d'accord pour travailler plus longtemps. Et puis les syndicats nationaux ont bloqué. Alors on me dirait, il n'y a pas de violence physique, mais c'est quoi quelque part ? On est dans un pays dans lequel le dialogue social, manifestement, ne fonctionne pas. Nathalie, ça s'exprime de plusieurs manières, mais il ne fonctionne pas. Si et le président de la République n'offre rien. Si vous étiez au pouvoir, dans le cadre d'une alternance, vous trouveriez une même CGT, de même syndicat. Alors est-ce qu'il faut... moi je proposerais de la réformer. Est-ce qu'il faut attendre ? Et alors, réformer moi je proposerais de la réformer. On a en France... Passer en force et les réformer. On a en France un syndicalisme qui est... C'est perdant-perdant. On a plus de syndicats que partout ailleurs et moins de syndiqués que partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on a une pléthore de représentations syndicales, mais en fait, ils représentent très peu de gens. Il y a moins de 10%, je crois 8% des salariés qui sont dans des syndicats. Et encore, ça c'est le global, public et privé. Dans le privé, évidemment, c'est moins que ça. Il faut réformer le syndicalisme de telle sorte, non pas... c'est l'État qui réforme les syndicalistes, mais qui soit... Non, mais attendez, réformer les conditions, de telle sorte qu'on puisse avoir des syndicats véritablement représentatifs, des syndicats responsables. Vous voyez, en ce moment, tout le monde dit, la droite le dit depuis longtemps, la gauche s'y est ralliée, et je trouve que c'est une bonne chose. Tout le monde dit, il faut faire descendre plus de négociations dans les branches et dans les entreprises. Le code du travail est trop pléthorique, il faut qu'on négocie plus souvent dans les branches et les entreprises. Mais ça nécessite d'avoir des syndicats qui sont responsables. Je vous fais quelques propositions. Moi, je voudrais qu'on limite le nombre de mandats syndiqués dans le temps, pour qu'on puisse pas être syndicaliste à vie. Oui, mais Philippe Martinez, par exemple, il n'a pas été encore élu, il cherche à être élu au mois Justement, de... Vous m'avez pas répondu. Qu'on en limite le nombre dans le temps. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion sociale aujourd'hui en France ? Raymond Soubi disait avec Thomas l'autre jour, c'est exactement le contraire. Il y a un apaisement général, même s'il y a ici ou là des conflits. Écoutez, il y a des tensions en tout cas et personne n'est satisfait et personne n'est heureux. Et moi, je fais pas la Madame Irma des tensions sociales, mais ce que je vois, c'est que la situation n'est pas satisfaisante, contrairement à ce que dit François Hollande. La situation n'est satisfaisante sur aucun des fronts, ni sur le front social, ni sur le front économique, ni sur le front du chômage, ni sur le front de la jeunesse, sur aucun des fronts sur lesquels il s'était engagé. Oublions les missions de radio. Mais tout à l'heure, il va y avoir la conférence sociale. Est-ce que parler des conséquences du numérique sur les changements d'emploi à venir, parler du sommet sur le climat, qui est une priorité ou serait une priorité aujourd'hui, alerter, prévenir et se préparer, est-ce que le contrat ou plutôt le compte personnel d'activité, c'est pas quelque chose qui est un progrès qui permet
de protéger un salarié tout au long de sa vie professionnelle, lui donnant en quelque sorte un capital. Est-ce que ça, c'est pas intéressant? Parler, Ou vous l'abrogez si vous arrivez au pouvoir? Parler, ça peut être intéressant. Et dans les propositions qui sont sur la table, il y a des choses intéressantes. Moi, j'ai trouvé que le rapport Mettling sur le travail au temps du numérique était intéressant. Que le compte personnel d'activité, qui allait vers l'individualisation des droits, attaché à la personne du salarié, c'était intéressant. Le problème, c'est que tout ça ne débouche sur rien. Je vous prends un exemple. La réforme du Code du travail, ça fait des mois maintenant qu'ils nous en parlent. Des mois qu'on a Manuel Valls qui fait un pas de côté, Emmanuel Macron qui fait 2 pas en avant. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et à chaque fois qu'il a été interrogé sur des déclarations, par exemple de son ministre Emmanuel Macron, les uns ou les autres ont dit non, c'est pas nous, c'est pas vrai, on n'y ira pas, on réformera pas ni la durée du travail, ni rien. C'est-à-dire que on amuse la galerie. Alors, voyons, alors un peu plus loin à partir de ce qu'il vient de dire le président de la République. Il dit que Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, quittera le gouvernement en cas d'élection à la tête de la région Bretagne en vertu de la règle du non-cumul. Elle s'appliquera à lui-même. Ça, c'est quelle réponse? C'est l'illustration d'une parole qui dit faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Parce que on a quoi? On a un gouvernement, on a des socialistes, on a un parti socialiste qui nous a chanté, il y a 250 000 personnes qui ont participé, nous a chanté sur tous les tons l'ère du non-cumul. Attendez, je finis sur Jean-Yves Le Drian parce que c'est grave, parce que c'est comme ça qu'on use la parole politique. Il y a quelques semaines, ils ont dit non, pas de cumul entre la candidature et un ministère. Et Carole Delga, qui n'avait pas le rôle gouvernementale qu'a Jean-Yves Le Drian, si vous voulez. C'est pas lui faire offense que de dire que c'était pas la même nature. Elle a dû quitter son ministère pour être candidat. Et puis Jean-Yves Le Drian, non, lui, il garde son ministère en étant candidat. Donc, d'abord, c'est grave sur les principes, parce que la parole politique s'use à ce jeu-là. Mais en plus, dites, on est quasiment, on est engagé sur des fronts extérieurs oui, justement, qui sont lourds. Et on a un ministre de la Défense qui va être ministre à mi-temps. Moi, je trouve ça grave. 2 questions très rapides. Une partie de la loi Macron est en train de s'appliquer. Dimanche, les magasins ont été ouverts, toutes les parties concernées ont exprimé leur satisfaction. Est-ce que c'est un début prometteur? Première question. Moi, je suis pour plus de liberté d'ouverture des commerces ce dimanche. Je regrette simplement que notamment à Paris, on ne soit pas allé au bout de cette logique-là. Je trouve que dans une ville comme Paris, il fallait avoir liberté d'ouverture dans toute la ville. Pourquoi? Parce que le zonage, c'est toujours quelque chose de très compliqué, donne lieu à des négociations compliquées, et par ailleurs, ça crée des effets de bord. Vous savez, les beaux commerciaux, ils n'ont pas le même prix selon que vous êtes à l'intérieur de la zone ou à l'extérieur. Autrement dit, d'un côté ou de l'autre de la rue, le prix des beaux commerciaux varie. J'ajoute que j'aimerais, un jour, il faudrait que les socialistes, le gouvernement, nous disent clairement où ils sont, parce que là, on a eu Emmanuel Macron qui a fait un pas dans la bonne direction. Je vous dis, moi, je pense que ça allait pas assez loin. Et la maire de Paris qui a rétro-pédalé et freiné les cas de fer parce qu'elle voulait absolument pas en entendre parler. Encore tout ça brouillait beaucoup l'image. Une remarque du président de la République à la radio, là, tout à l'heure, sur RTL. La France frappera des camps d'entraînement en Syrie. Elle ne visera pas tel ou tel. Et là, il y a toute une polémique autour de Salem Bengalem. On en parlait tout à l'heure dans le journal avec Thomas. Il serait vivant. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait qu'il soit vivant ou pas? Et puis j'ai envie de dire, à propos de cette polémique, pendant la dernière guerre, les miliciens français du groupe Charlemagne qui avaient rejoint les Waffen-SS ont été combattus et éliminés comme des ennemis de la France. Un djihadiste qui menace et tue des Français, est-ce que c'est un ennemi de la France ou est-ce qu'il faut le protéger? Certainement pas. Quand on s'engage sous la bannière de Daesh, on fait la guerre à la France, on le sait, et donc on encourt tous les risques. La France fait la guerre à ceux qui lui font la guerre. Moi, je n'ai pas aimé cette polémique vis-à-vis de ceux qui... sur les questions de guerre contre le terrorisme, je n'ai pas d'état d'âme et je préférerais toujours les états de service. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une frustration à ce que l'armée ne nous dise pas tout, mais en même temps, on le comprend. Et si ça protège nos soldats et que ça peut aider à notre sécurité nationale, eh bien, j'y souscris. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Jean-Pierre, on vous retrouve demain. Commenté à chaud. Absolument. À 8h20 demain matin, vous revenez Jean-Pierre. Merci.